Au nom de l'ensemble de la région académique d'Île-de-France et de la chancellerie des universités, je vous souhaite la bienvenue dans ce lieu prestigieux, peut-être intimidant, en tout cas merveilleux, qu'est la Sorbonne, et c'est ce grand amphithéâtre en particulier. Et nous tenons à vous accueillir ici, car cet amphithéâtre symbolise parfaitement le cycle de conférences des académiciens en Sorbonne. Vous pouvez observer derrière moi cette impressionnante fresque, le bois sacré, qui est peint par Pulvis de Chavannes, qui représente des allégories de différents champs de la connaissance et des sciences, la philosophie, l'histoire, la poésie et différents domaines des sciences expérimentales. Et je crois qu'une conférence comme celle-ci a une valeur très importante en Sorbonne, qui est ce lieu symbolique, qui est un lieu à la fois de création de connaissances, mais aussi de partage de connaissances. Et c'est ces valeurs-là que nous portons aujourd'hui au plus haut et en vous accueillant chaleureusement. Et je souhaite, à ce titre, saluer l'Académie des sciences qui, depuis 2020, est engagée dans un partenariat solide avec le rectorat et la chancellerie, et qui permet d'accéder au savoir d'académiciens de renom, mais pas que à leur savoir, à leur expérience, à leur parcours de chercheuses et de chercheurs scientifiques, qui est un parcours humain et qui n'est pas limité à la caricature qu'on peut en avoir parfois de savants en blouse blanche qui manipulent des objets très technologiques que personne ne comprend. En réalité, la recherche, la transmission, l'enseignement, c'est un parcours humain très important. Alors il faut souligner que l'Académie des sciences de l'Institut de France rassemble des savants français et étrangers qui sont choisis parmi les meilleurs, les plus éminents dans leur discipline. Elle encourage, en l'occurrence, et elle protège l'esprit de recherche et contribue au progrès des sciences, mais aussi de leurs applications, et elle veille à la qualité de l'enseignement et œuvre pour que les acquis de la science soient intégrés dans la culture des hommes et des femmes de notre époque. Donc une conférence comme celle-ci est particulièrement importante au regard de ces objectifs de l'Académie des sciences. Et avec ce cycle de conférences, nous avons ici abordé des sujets très variés, avec de grands noms des neurosciences, de l'histoire ou de la géographie. Aujourd'hui, pour la première fois, nous avons le grand honneur d'accueillir un membre de l'Académie des sciences au parcours exceptionnel, riche de découvertes et d'aventures, M. Éric Karsanti. Et je me dois de souligner, chers élèves, la chance de pouvoir le compter parmi nous aujourd'hui. Et je vais rappeler quelques éléments du parcours de M. Karsanti, qui a débuté la recherche comme doctorant à l'Institut Pasteur. Et M. Karsanti, vous y avez soutenu une thèse en 1979 sur les mécanismes moléculaires des cellules qui ont conduit à des explications de la manière dont les cellules se divisaient pour se répliquer. Et à partir de là, votre carrière particulièrement brillante vous permet de vous voir décerner en 2015 la médaille d'or du CNRS. Et la médaille d'or du CNRS, sachez, mesdames et messieurs, chers élèves, quelle est la récompense scientifique la plus prestigieuse de France? C'est le marchepied pour le prix Nobel, bien souvent. J'aimerais, si vous permettez, M. Karsanti, j'ai trouvé des propos que vous aviez tenus à l'occasion de cette remise de médaille d'or. Et je vais vous citer parce que je crois que c'est important et ça traduit un esprit de la recherche qui, moi, me semble particulièrement fort. Donc je vous cite, vous disiez que vous espériez que cette médaille récompense la compréhension. Et qu'on parle bien souvent, dans le grand public en tout cas, de la recherche sous l'angle technologique, des apports technologiques, des ruptures technologiques qu'elle peut avoir directement dans notre société. Mais en réalité, ces évolutions technologiques ne sont possibles que si des chercheurs, des chercheuses travaillent en amont à la compréhension des mécanismes élémentaires, des mécanismes du monde qui nous entoure au sens très très large. Et en l'occurrence, pour M. Karsanti, des mécanismes du vivant. Et donc, vous insistiez sur le fait que la recherche fondamentale permet de connaître et de comprendre, et qu'en ce sens, elle sert plus les choses, elle sert plus que les choses qui servent à quelque chose. Et j'espère que je vous cite correctement, M. Karsanti, mais j'ai trouvé ce passage extrêmement puissant. Je tiens à rappeler, après ce parcours-là, que vous avez été à l'initiative de la mission Tara Océan, qui a pour objectif de recenser et cartographier la diversité du plancton présent dans les océans. Depuis sa première expédition en 2006, cette aventure extraordinaire a permis de constituer la plus grande base de données sur les océans
rassemblant les caractéristiques génétiques de dizaines de milliers d'espèces. Cette expédition a apporté des éclairages cruciaux sur le vivant océanique, mais aussi sur le rôle des micro-organismes marins dans la régulation climatique. Je pense que ces sujets seront abordés dans votre conférence à venir. Cette carrière exceptionnelle fait de vous, M. Carsanti, un observateur, un précurseur d'exception de nos sciences françaises. Et c'est en cette qualité que vous allez aujourd'hui évoquer votre parcours dans la compréhension des mécanismes moléculaires complexes à l'œuvre dans la division cellulaire, jusqu'à cette cartographie du microcosme océanique. Alors, si ces terminologies peuvent sembler à certains d'entre vous un peu intimidantes, en réalité, il s'agit bien là d'observer et de comprendre les fondations absolument essentielles, fondamentales de la vie, de la forme la plus simple jusqu'à la plus complexe. Et la richesse de nos océans, à ce titre, est particulièrement fabuleuse. Si vous observez une bouteille d'1 litre d'eau de mer, vous y trouverez des milliards d'organismes vivants. Et leur étude nous fait avancer dans la compréhension de l'émergence de la vie sur Terre et des conditions de sa perpétuation. C'est l'odyssée passionnante dans laquelle Éric Carsanti va nous plonger aujourd'hui. Et la passion de la connaissance qui anime Éric Carsanti va vous guider dans cette exploration de vivant, de la paillasse des laboratoires jusqu'à un extraordinaire tour du monde des océans. Vous le verrez, la science est vraiment une aventure. Votre exposé sera suivi d'un temps d'échange avec l'ensemble de la salle et je suis sûr que les jeunes de cette assemblée seront très stimulés par cette conférence et auront plaisir à interagir avec vous directement. Pour terminer, je souhaite à nouveau vous remercier de nous faire l'honneur de votre présence ce matin. Ouvrez grand vos oreilles, ouvrez grand vos yeux, mesdames et messieurs, vous ne le regretterez pas. Et sans plus tarder, je vous souhaite donc à tous une excellente conférence. Merci de votre attention. Bon, avant de donner la parole à mon ami Éric Carsanti, je vais vous faire une brève présentation de ce qu'est l'Académie des sciences et essayer de vous montrer très rapidement en quoi elle est au cœur, je dirais, du fonctionnement des institutions en ce qui concerne la relation de la société avec la science. Donc l'Académie des sciences, que vous voyez là-haut, siège dans ce magnifique bâtiment qui est quai de Conti, et c'est là qu'est l'Institut de France, qui comprend plusieurs académies, dont l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des beaux-arts, l'Académie des sciences morales et politiques, et puis l'Académie des sciences, qui est un des éléments dont je vais vous parler maintenant. Cette Académie des sciences, il y a un bureau qui travaille sous la présidence d'Alain Fischer, et puis il y a 2 secrétaires perpétuels, dont moi, qui assureront, je dirais, non seulement le fonctionnement de cette académie, mais également qui impulsons un certain nombre de grands programmes. Cette académie, elle est divisée en 2 parties. Une première division que vous voyez ici, qui sont les mathématiques, physique, enfin sciences mécaniques, sciences de l'univers, et puis une deuxième qui est chimie, biologie moléculaire, biologie intégrative, biologie humaine et sciences médicales. On vous a dit qu'il y avait beaucoup de personnalités scientifiques importantes. Il y a 294 membres, dont 53 femmes, ce qui est évidemment tout à fait insuffisant. Et actuellement, nous avons un programme très clair pour essayer de changer cela. On a initié ça il y a quelques années, après mon arrivée et celle d'Étienne Gis. Nous avons également des associés étrangers, des correspondants, et il y a actuellement membres de l'Académie des sciences à un titre ou à un autre, 15 prix Nobel, 12 médailles Fields qui sont regroupés dans ces sections. Le point qui est réellement important, c'est que nous sommes une entité totalement indépendante, nous n'avons pas de ministère de tutelle. C'est-à-dire que nous nous exprimons en notre nom, et nous avons un protecteur qui est le président de la République, qui assure notre indépendance, mais qui n'intervient en rien dans notre activité, ni de près ni de loin. Et donc, cette indépendance de l'Académie est une garantie de notre fonction et de la manière dont nous remplissons nos missions. Nos missions, elles sont évidemment d'encourager la vie scientifique. On remet des prix et des médailles à tous les niveaux. Vous voyez ici, par exemple, la remise de prix de la médaille qui était un prix
qui concernait des jeunes étudiants, des lycéens actuellement en fait, qui étaient des prix du concours général. Et puis également, vous voyez ici Terence Tao, qui est un mathématicien très célèbre, qui a obtenu la médaille Fields, mais qui a également obtenu la grande médaille de l'Académie des sciences, qui est le plus grand prix que nous décernons à l'Académie. On a également d'autres, je dirais, d'autres actions, en particulier, il faut que j'arrive à passer au suivant, voilà, paf, en particulier d'assurer, d'encourager, je dirais, la vie scientifique au travers de colloques, et ces colloques sont ouverts, vous pouvez y venir. Il y a généralement dans ces colloques, c'est indiqué lorsqu'il y a une mise en perspective de la science accessible à un grand public. Certaines conférences sont vraiment très compliquées, mais c'est marqué dessus, donc vous reconnaîtrez sans vous perdre pour le domaine, si vous voulez, auquel vous allez éventuellement avoir affaire. Une autre des missions est de transmettre les connaissances. Et là, nous rentrons plus, si vous voulez, dans le vif du sujet, ce qui nous intéresse. Et pour transmettre ces connaissances, on a un certain nombre d'activités. Il y a en particulier les prix Marie Curie, dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont une soirée Marie Curie, les prix Irène Joliot-Curie, qui est un prix qui est en commun avec le ministère de la Recherche. Mais il y a également des séries de conférences très grand public. Par exemple, ici, il y a eu une conférence sur l'intelligence artificielle. Le titre un peu provocateur, c'était « L'intelligence artificielle est-elle intelligente ?» C'est une question assez fondamentale, hein. Voilà. Donc, ça fait partie, si vous voulez, des missions. Une autre des missions, c'est évidemment promouvoir l'enseignement des sciences. Et c'est un petit peu à ce titre que je suis ici, parce que nous nous préoccupons évidemment des évolutions du système éducatif français, dont vous avez peut-être remarqué qu'il fait l'objet de réformes régulièrement. Et donc, c'est un problème auquel nous essayons de faire face. Et en particulier, nous insistons sur l'enseignement des sciences. Et des sciences dures et exactes, comme on les appelle, mais que nous préférons maintenant appeler formelles et expérimentales, qui ne peuvent être réduites évidemment aux seules mathématiques et les applications. Nous défendons l'idée que la science doit être au cœur, je dirais, du principe de l'éducation et de la formation des citoyens, quelles que soient leurs origines et leurs occupations. Nous prêtons une attention particulière à la diffusion des connaissances scientifiques auprès des élèves, c'est-à-dire de vous, que ce soit les acquis du passé, l'histoire des sciences, ou bien les avancées les plus récentes. Pour cela, nous organisons des conférences-débats qui permettent justement d'avoir une interaction directe avec des élèves et des étudiants. On attribue des prix qui sont des prix qui peuvent éventuellement couronner des projets éducatifs des enseignants, mais également des élèves qui eux-mêmes ont monté des projets éducatifs. Et puis, nous assurons également une mission d'expertise et de conseil. C'est une mission qui est une mission, je dirais, importante et qui permet d'éclairer le monde politique et la société autour des grandes questions qui sont posées. D'abord, tous ces rapports qui sont écrits sont sur des sites et accessibles au public et donc accessibles à vous. Quand vous avez des travaux à faire, Wikipédia c'est important, mais il ne faut pas nécessairement vous précipiter uniquement sur Wikipédia. Et il y a là, par exemple, des comités qui font des rapports, par exemple, sur les prospectives en énergie, les sciences de l'environnement, les constellations de satellites, enfin je vous en cite quelques-uns,
des rapports également sur la place des femmes en sciences, sur l'intégrité scientifique. Je pense que vous pouvez avoir accès, vous avez accès, comme n'importe quel citoyen, vous avez accès à ces documents. Enfin, pour conclure, d'abord, je vous remercie d'être venus tous ici. Je suis très heureux de vous voir là. C'est pour vous dire que vous êtes les bienvenus à l'Académie. Nous accueillons des classes pour faire visiter l'Académie des sciences, pour que vous interagissiez directement avec des scientifiques. Et nous sommes également prêts, ce que nous faisons, je l'ai fait il y a 3 semaines au lycée Buffon, nous sommes également prêts à aller dans les lycées pour interagir avec des étudiants, faire des conférences, soit au cœur de la science elle-même, soit dans les rapports de la science et de la société. Et nous sommes, je dirais, à votre disposition. Voilà, je vous remercie. Bonjour. Donc moi je vais vous parler en fait d'un sujet très large qui va du début de la vie jusqu'à l'évolution de l'homme un peu. Alors ça paraît énorme comme ça, mais je vais essayer de faire quelque chose de très général pour vous donner une vision d'ensemble de la vie sur Terre, et puis de la vie en général d'ailleurs, un peu ce problème-là, de son évolution, de sa diversité, et de l'importance d'y faire attention un petit peu, parce qu'on a des gros problèmes en ce moment, justement. Alors, vous avez certainement vu Thomas Pesquet à la télé, souvent, qui dit que son émotion quand il voit la Terre, cette planète bleue, hein, là, qui est très très belle, et cette espèce de sensation d'isolement quand il est sur la station spatiale, là, au milieu de l'infini, quoi. Et la Terre est bleue, en fait, parce qu'il y a de l'eau. Il y a 75% de sa surface est recouverte d'eau. Et l'eau, c'est la vie. Alors, on ne le sait pas, mais si vous voulez... vous savez tous que quand on cherche de la vie sur d'autres planètes, en général, on commence par chercher pour voir s'il y a de l'eau. C'est une des choses qu'on cherche en premier. Et j'avais été assez impressionné. Il y avait une très belle phrase de Jacques Cousteau qu'il avait faite en observant des êtres planctoniques en plongée. Il avait dit ces êtres de planctoniques, donc, qui sont comme des êtres fragiles aux formes multiples qui ressemblent à de l'eau organisée. Alors ça c'est important parce qu'on est très organisé, et en fait on est constitué les cellules sont constituées de 80% d'eau. Et il avait tout à fait raison, et je vais juste vous montrer deux exemples des petits films là d'organismes planctoniques qu'a effectué Christian Sardet, un ami qui a beaucoup travaillé avec moi sur Tara Océan. Et vous allez voir effectivement qu'il avait raison, c'est très impressionnant. Il faut que j'arrête cette musique. Voilà. Et donc là c'est des salpes, c'est des organismes gélatineux que vous allez voir, qui forment des chaînes, c'est des très très grandes chaînes en fait, qui filtrent l'eau et qui se nourrissent simplement en filtrant l'eau. Et vous voyez, c'est très beau, mais c'est transparent, c'est-à-dire qu'on ne les voit quasiment pas parce qu'en fait ils sont composés de tellement d'eau qu'ils ont pratiquement le même indice de réfraction que l'eau qui les entoure. Alors un autre exemple, c'est pour le plaisir, je vais vous montrer un autre exemple qui utilise les salpes justement, un petit animal qui s'appelle un phronime. C'est un petit organisme qui a été utilisé comme modèle pour le film Les Aliens, parce qu'il est particulièrement impressionnant. Et cette phronime que vous allez voir là utilise les espèces de tonneaux qui sont faits par les salpes pour se faire une maison. Alors vous voyez, ce que vous voyez là, c'est un tonneau de salpes, là, et puis hop, ce petit crustacé minuscule vient se mettre à l'intérieur, il mange les salpes et puis il refaçonne ce tonneau autour de lui. Alors c'est juste pour vous montrer, si vous voulez, l'importance de la vie dans l'océan et un petit peu comment on peut commencer à réfléchir au rôle de l'eau en particulier dans l'organisation des êtres vivants. On parle souvent on vous parle toujours bien sûr en biologie du rôle de la biologie moléculaire, des gènes, etc. Mais l'eau joue un rôle important. Si l'eau n'est pas liquide, de l'eau gelée par exemple, la vie ne peut pas fonctionner, il faut que ça bouge.
Alors, comme je vous le disais, les cellules sont composées de 80% d'eau. Le corps humain, on est composé aussi de 60% d'eau. C'est assez étonnant, mais à cause des eaux, etc., il y a beaucoup d'eau qu'on ne voit pas, quoi. Mais les cellules sont composées de 80% d'eau. Alors, actuellement, on est 7 milliards d'humains sur Terre et il y a une seule espèce, Sapiens. On n'y pense pas, mais c'est assez extraordinaire. On est une seule espèce humaine. Et on est né d'une extraordinaire complexification du vivant qui a commencé dans l'océan il y a à peu près 4 milliards d'années. Et au début, la Terre n'était pas bleue. Il y avait de l'eau. Il y a eu un moment où il n'y avait pas d'eau. Ensuite, l'eau est apparue et la vie est apparue dans l'eau. Donc, bien sûr. Hein. Et au début, c'était des organismes assez simples, probablement. On ne sait pas trop exactement ce que c'était, mais c'était assez simple. Et elle s'est diversifiée au cours des milliards d'années jusqu'à donner naissance à, vous voyez ici, toute une architecture d'organismes planctoniques qui sont complexifiés dans l'océan avant que la vie ne peuple la Terre et que l'homme apparaisse. Mais vous voyez à gauche, là, près des champignons, on voit Darwin. Donc souvent on parle de l'évolution un petit peu avec une finalité qui va vers quelqu'un de très compliqué qui est l'homme, mais il y a beaucoup d'autres organismes qui sont aussi extrêmement complexes, qui ne sont pas intelligents comme nous, enfin peut-être pas exactement comme nous, on pense être intelligents, mais qui composent la biodiversité sur la planète. Alors l'oxygène, la vie a commencé dans une atmosphère sans oxygène, hein, c'est une chimiosynthèse, ça a commencé avec la chimiosynthèse, et la photosynthèse a commencé il y a à peu près 2 milliards d'années. À partir de ce moment-là, l'oxygène s'est accumulé dans l'atmosphère, donc c'est la vie qui a généré l'oxygène, qui a séquestré le gaz carbonique. Il y avait beaucoup de gaz carbonique dans l'atmosphère. C'est la vie qui a séquestré le gaz carbonique en fabriquant du pétrole, etc., donc en séquestrant ce gaz carbonique. Ce qui a conduit à la situation actuelle, avec la grande diversification qui s'est produite il y a à peu près 800 millions d'années, où tous les organismes sont apparus, toute la grande diversité de la vie terrestre actuelle est apparue. Alors je vais revenir un peu sur l'histoire d'Homo sapiens, avant de parler vraiment des origines et de mécanismes d'organisation de la vie, parce que je pense que c'est assez important en ce moment. Comme je vous l'ai dit, on est une seule espèce, mais on est quand même très divers, même s'il y a seulement à peu près 1% de variation génomique entre deux êtres humains. Alors, la génomique, justement, a permis de regarder un petit peu l'histoire l'histoire d'Homo sapiens et des hommes. Et c'est assez intéressant parce que j'ai lu quelques livres récemment là-dessus. Et bon, il n'y a pas eu toujours une seule espèce. Hein. Ça a commencé avec les hominidés il y a à peu près 7 millions d'années. Et progressivement, il y a eu un certain nombre d'espèces qui sont apparues, de différentes formes d'hominidés qui sont apparues, jusqu'à ce que les formes plus récentes comme Homo neanderthalis, Homo heidelbergensis, je n'arrive pas à les prononcer jamais ces noms-là, et puis finalement Homo sapiens. Et il n'est resté qu'Homo sapiens. Tous les autres ont disparu. Il y a une sélection naturelle qui a fait que tous les hominidés qui étaient moins adaptés que nous ont disparu. Et toute cette diversification qui a donné naissance à Sapiens s'est produite en Afrique. Donc l'origine des hommes est en Afrique, hein, bien sûr. Et si vous voulez, la diversité des hommes qui a précédé Homo sapiens est due aux migrations. C'est-à-dire qu'il y a des petites tribus humaines qui se sont baladées en Afrique d'un endroit à l'autre. Ils n'étaient pas très nombreux. Et c'est ces changements, ces mouvements au sein du continent africain qui a permis à différentes espèces, formes d'hominidés d'apparaître, de se mélanger, ce qui a conduit à l'évolution finalement par recombinaison de gènes, etc., des hommes qui a finalement donné naissance à Homo sapiens. Alors il y a quelque chose, évidemment, il y a un moment où les hommes sont partis d'Afrique et ont peuplé le monde entier. Et certains sont partis plus tôt qu'Homo sapiens. Par exemple, Néandertal est parti bien avant Homo sapiens. Si bien qu'Homo sapiens est parti, il s'est aussi mélangé avec Néandertal. Et on a, comme vous l'avez peut-être entendu, on a à peu près 1% de nos génomes qui sont des gènes néandertaliens. Donc, alors, il y a une chose sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'on a failli disparaître. C'est-à-dire à plusieurs fois. Mais il y a un moment particulier, il y a à peu près 900 millions d'années, il y a eu des conditions climatiques vraiment extrêmes sur Terre qui ont pratiquement conduit à la disparition des hominidés.
Apparemment, d'après les gens qui travaillent sur ces questions-là, il serait resté un peu plus de 1000 êtres humains sur Terre en Afrique à ce moment-là. Quand les choses se sont arrangées, donc la population a commencé à recroître, mais pas énormément, hein, il y avait à peu près 21 000, environ 20 000 individus, 20 000 hominidés sur Terre en Afrique. Et vraiment, la croissance de la population s'est faite quand les hommes ont quitté l'Afrique et ont commencé à peupler le reste de la Terre. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'on est tous des migrants. On a beaucoup de problèmes en ce moment avec les histoires de migrants, mais il ne faut pas oublier qu'on vient tous d'Afrique. Donc, et que on a le patrimoine génétique qu'on a parce que nos ancêtres se sont mélangés. Et on continue, c'est-à-dire que les mélanges actuels continuent à être très importants pour la diversité génétique de l'espèce humaine et sa santé en fait. Les progrès récents de la génomique et de la bioinformatique ont illuminé notre histoire. Et il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que pour faire Sapiens, il a fallu que des espèces proches échangent des gènes ou des morceaux de gènes. Et il y a eu beaucoup, ce qui a joué un rôle très important aussi, c'est les mouvements des hommes, c'est-à-dire que le mouvement avec la sélection a été très important pour arriver à Homo sapiens. Et bien sûr, on a conservé des gènes de nos ancêtres, même disparus, qui nous sont très utiles. Alors, maintenant, je vais passer un petit peu à l'origine de la complexité du vivant. Alors, vous savez que la vie a commencé donc il y a à peu près 4 milliards d'années. On ne sait pas trop comment ça s'est produit. Hein. C'est un peu compliqué parce que, comme vous le voyez en bas à droite de cette diapositive, j'ai dessiné de ce qu'aurait pu être une cellule primitive. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une coque de graisse, de lipides, hein, de cholestérol, choses comme ça, on ne sait pas trop, des lipides, qui ont englobé de la chimie. Et cette chimie a probablement fait un métabolisme qui a permis l'apparition de l'utilisation de molécules complexes pour fabriquer les premières cellules. Ensuite, il y a les 3 grands domaines qui sont apparus, les bactéries, les archées, les eucaryotes. Donc les bactéries et les archées, comme vous le savez, n'ont pas de noyau. L'ADN est dans le cytoplasme de la cellule. Et les eucaryotes ont un noyau. Vous voyez un exemple à droite là, d'une cellule eucaryote. Alors probablement, il y a eu une communauté de cellules primitives ancestrales qui se sont mélangées, etc., qui ont conduit à la diversification de tous ces organismes. Alors, comme je vous l'ai dit tout à fait au début, cette complexification, au-delà donc, de l'existence des virus, des bactéries, tout à fait au début de la vie, il y a eu une grande complexification il y a à peu près 800 millions d'années. Et on se pose des questions, si vous voulez, au niveau de l'évolution. Vous avez tous entendu parler de l'évolution, évidemment, hein, de la théorie de Darwin, où on vous raconte que la sélection naturelle, c'est le moteur de l'évolution. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. La sélection naturelle joue un rôle important parce qu'elle élimine les choses qui ne marchent pas. Mais ce qui est vraiment important, c'est l'origine, c'est ce dont parlait Darwin aussi, ce qui a été beaucoup oublié par les néo-darwiniens, c'est l'origine de la variabilité et de la complexification. Ça, c'était aussi quelque chose qui était oublié, c'est qu'en fait, il y a eu une complexification extraordinaire de la vie. Et donc, il faut essayer de comprendre comment cette complexification est apparue. Alors, on sait bien que c'est dû à la génétique en grande partie, pas seulement, il y a aussi les formes qui ont joué important des cellules, mais la génétique a joué un rôle important. Et donc, il y a des questions sur les mécanismes qui se produisent au niveau des génomes, c'est-à-dire la flexibilité des génomes. Les génomes peuvent se dupliquer, peuvent se recombiner, sont échangés d'un organisme à un autre, etc. Donc on peut se poser des questions, qu'est-ce qui s'est passé depuis l'origine de la vie? Alors, pourquoi, je vais vous parler un petit peu de Tara Océan maintenant, pourquoi est-ce qu'on a fait cette expédition et qu'on s'est on s'est beaucoup intéressé au plancton? Le plancton, évidemment, comme je vous l'ai dit, la vie a commencé dans les océans, et le plancton qu'on voit aujourd'hui, qui est composé de virus, d'archées, de bactéries, de zooplancton, et puis d'animaux plus gros, bien sûr, et de protistes, finalement, c'est un petit peu une image de la grande diversité qui s'est produite au cours de l'évolution. Et donc, d'étudier cet écosystème, c'est à la fois étudier, si vous voulez, la diversité, mais aussi comment cette diversité est apparue, et puis son rôle dans le climat, puisqu'on sait que c'est ces organismes qui ont produit de l'oxygène et qui continuent à réguler la consommation en oxygène et en gaz carbonique dans l'atmosphère. Donc il y a des dizaines de milliards de virus par litre d'eau, des milliards de bactéries, des milliers de protistes, des centaines de milliers de protistes, des milliers de zooplancton.
Et puis des poissons, évidemment, et ça crée toute une chaîne alimentaire qui a joué aussi un rôle important dans l'évolution de la vie et la complexification de la vie par les processus de sélection naturelle. Donc l'idée de Tara Océan, cette expédition qu'on a effectuée entre 2009 et 2013, c'était, comme je l'ai dit, c'est d'étudier la diversité et la structuration des écosystèmes planctoniques, l'évolution cellulaire, et surtout l'impact de l'environnement et des interactions entre les organismes sur ces processus. Il y a une autre chose qui est très importante, c'est la circulation globale des océans, parce que cette expédition, on avait décidé de la faire en étudiant surtout les organismes pélagiques, c'est-à-dire au large, très loin dans les océans. Et on sait que les océans ne sont pas des masses d'eau immobiles, il y a des courants qui transportent ces organismes planctoniques d'un endroit à l'autre de la planète. Alors je vais vous montrer ici ce qu'on appelle la circulation perpétuelle globale. C'est une vidéo de la NASA, ça. C'est vrai, hein, c'est vraiment comment les courants sont organisés dans les océans. Et vous voyez qu'il y a des grands courants. Vous voyez ici, par exemple, le Gulf Stream, qui avec plein de petits tourbillons, qui part donc des tropiques et qui va vers le pôle Nord. Et tout autour de la Terre, il y a des grands systèmes de circulation océanique. Par exemple, vous allez voir ici, vous voyez ce grand courant qui passe à l'équateur. Et il y a des tourbillons qui partent de l'Afrique du Sud et qui vont vers le Brésil et qui transportent aussi des organismes. Donc, si vous voulez, pour le plancton, ce transport, ça correspond, et l'évolution du plancton, ce transport océanique, ça correspond à un mélange qui est un petit peu ce dont je vous parlais pour les hommes tout à l'heure, là, les hommes bougeaient, c'est les hommes qui bougent, là, c'est les organismes qui sont bougés par les courants, mais ces transports et ces échanges, ces transports d'un endroit à l'autre en exposant les organismes à des environnements différents, c'est extrêmement important pour la dynamique de la vie sur Terre en général. Donc alors ça c'est une diapo un peu compliquée, mais c'est juste pour vous expliquer. Ce qu'on a essayé de faire dans Tara Océan, c'est justement d'échantillonner tous ces organismes, depuis les virus jusqu'aux zooplanctons, c'est-à-dire les petites crevettes, hein, virus, bactéries, archées, protistes. Et plus les organismes sont petits, plus ils sont abondants. Ça, c'est une règle générale, si vous voulez, en général dans l'océan. Donc, il y a énormément de virus, de bactéries, etc. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a moins des plus gros organismes. Donc ça pose une contrainte au niveau de l'échantillonnage. C'est-à-dire que si on veut échantillonner tous ces organismes, il faut utiliser des outils différents et échantillonner des quantités d'eau différentes pour étudier les virus ou le zooplancton. Alors, on est obligé de filtrer beaucoup moins d'eau pour étudier les virus et les bactéries que pour étudier le zooplancton. C'est bien qu'on peut juste filtrer les virus sur des filtres, comme ça, en pompant l'eau. Par contre, les plus gros organismes, on est obligé d'utiliser des filets qu'on traîne derrière le bateau pour filtrer beaucoup plus de volume d'eau, des dizaines de milliers de litres d'eau. Alors le voyage de Tara Océan, c'est ça, on a vraiment fait un grand tour du monde. C'était un petit peu... Bon, mon idée au départ, c'était de partir sur les traces de Darwin, qui avait fait un voyage de 5 ans autour du monde sur le Beagle. C'est là qu'il a eu l'idée de la théorie de l'évolution. Et donc on est parti de France, de l'Orient, on a traversé la Méditerranée, la mer Rouge, l'océan Indien, le sud de l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, et puis ensuite on a fait un tour assez exceptionnel. Je crois que c'était le seul, vraiment, avec un petit bateau. On a fait le tour de l'Arctique, le tour du pôle Nord, pour échantillonner. Et donc, ça permettait à la fois d'avoir une vision holistique des écosystèmes au niveau biologique, mais aussi d'avoir des données très importantes sur l'environnement et la zone géographique où les organismes étaient collectés. Ce qui en a fait une expédition totalement unique au monde. Il n'y a jamais eu d'expédition aussi complète que ça, surtout avec l'analyse qu'on a faite après de ces échantillons. Alors je vais essayer de mettre le son là. Donc là, c'est juste pour vous montrer un petit moment, pour un moment de plaisir, si on veut, sur Tara. C'est dans les 50e rugissants. Et il y a 50, moi j'étais sur le bateau à ce moment-là, c'était entre Buenos Aires et Ushuaia, on a eu entre 30 et 60 nœuds de vent pendant un mois. Et on a réussi à faire 5 stations quand même.
Alors c'est Jimi Hendrix, hein. On écoutait Jimi Hendrix à ce moment-là sur le bateau. Mais là, c'est difficile de tenir debout avec le vent qu'il y a là. Vous voyez le marin qui part à l'avant fixer quelque chose. C'est des conditions vraiment très difficiles. Voilà. Alors, pour changer directement, on passe à la biologie moléculaire. Donc là, si vous voulez, bon, alors on a fait tout ce voyage, ça n'a pas été toujours comme ça, heureusement. Hein, en général, le temps était assez clément un peu partout dans le monde. De temps en temps, il y a des tempêtes, mais en général, ça va. Et donc, on a échantillonné. Et alors, non seulement on a échantillonné tous ces organismes, des plus petits jusqu'aux plus gros, en tout cas dans le domaine du plancton, mais on a aussi échantillonné en étudiant avec l'idée de séquencer l'ADN, l'ARN et des organismes, et aussi d'avoir des données d'imagerie quantitative couplées à des données physico-chimiques et environnementales. Donc ça a été, alors l'analyse de ces données a été colossale, hein, c'est-à-dire qu'il y avait des milliards de données. Et l'intelligence artificielle, d'ailleurs, a été très utile à la fois en génomique et en imagerie. C'était il y a déjà 10 ans hein, qu'on a fait ça, pour vraiment tirer profit de ces résultats. Je vais aller assez vite pour finir. Donc ça a donné naissance à beaucoup d'articles publiés dans des revues de très grande qualité. Et pour en revenir un petit peu à ces histoires de complexification de la vie, moi ce qui m'a frappé, c'est que on ne s'attendait pas à ça. On a découvert 47 millions de gènes pour 35 000 taxa de bactéries, de prokaryotes, 200 000 types de virus à ADN, on en connaissait seulement 39, 130 000 genres de protistes, 10 fois plus que le nombre qui était décrit manuellement, et 116 millions de gènes pour ces protistes, le plus grand catalogue de gènes pour un biome donné actuellement. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, donc pour mettre ça en perspective, je vous montre cette diapositive. Pour faire une cellule, au minimum, il faut à peu près 500 gènes. C'est-à-dire qu'au début, quand la vie a commencé, on ne sait pas combien il y avait de gènes, mais il a suffi qu'il y ait quelques centaines de gènes pour pouvoir faire une cellule qui fonctionne. Le génome humain, c'est 20 000 gènes. Et le génome océanique, plancton seul, c'est plus de 200 millions de gènes. Donc ça veut dire qu'au cours de l'évolution, si vous voulez, entre le début de la vie sur Terre et maintenant, il y a eu une fabrication de diversité absolument colossale. 200 millions de gènes, c'est énorme, parce que ça veut dire, si vous réfléchissez un petit peu à la combinatoire que ça représente, ça veut dire que le nombre d'espèces qu'on peut faire est quasiment infini, en combinant les gènes les uns avec les autres. Donc, je voudrais dire juste qu'il y a des choses qui sont très importantes pour arriver à cette complexification. Alors je dis les virus, les symbioses, le sexe et la sélection sont les 4 mamelles de la complexification. Alors, premièrement, les génomes sont dynamiques, donc ils peuvent se dupliquer, il y a des mutations et tout ça. Les virus transportent des morceaux de génome entre organismes, ça c'est aussi très important parce qu'il y a des fonctions entières qui passent d'un organisme à l'autre grâce aux virus. Les symbioses aussi, il y a énormément de symbioses entre les organismes marins. Il n'y a pratiquement pas d'organismes planctoniques qui ne vivent pas en symbiose. Évidemment, la reproduction sexuée et finalement la sélection qui joue son rôle de filtre des combinaisons fonctionnelles et façonne la composition des écosystèmes. Je voudrais juste vous montrer un exemple de symbiose dans des petits organismes planctoniques. À gauche, là, vous avez un cilié, c'est une seule cellule, hein, c'est un cilié qui s'appelle Tiarina, et qui vit en symbiose avec une microalgue symbiotique qui s'appelle Symbiodinium. Et c'est assez amusant parce que ce Symbiodinium-là, c'est pas exactement le même, mais on retrouve une autre espèce de Symbiodinium. On ne connaissait pas ce Symbiodinium-là avant Tara Océan, et il y a une autre espèce qu'on retrouve dans les coraux, et c'est cette espèce de Symbiodinium qui permet aux coraux de vivre, et quand il sort des coraux, parce que l'eau se réchauffe, les coraux blanchissent. Mais là, on l'a retrouvé dans un autre organisme. Bon, là, il y a des diatomées qui vivent en symbiose avec d'autres organismes. Et ici, vous avez un dinoflagellé, à droite, là, qui, avec des petites billes vertes, il a une poche spécifique pour garder des bactéries photosynthétiques qui lui sont associées. Et après, d'autres protistes qui sont diatomées et tintinides qui vivent ensemble à droite, là. Mais comme je vous le disais, il y a énormément de symbiose. Alors, tous les organismes unicellulaires marins et terrestres ont quasiment un comportement symbiotique.
Et les écosystèmes fonctionnent aussi comme ça. Alors j'ai des girolles dans mon jardin, car il y a des châtaigniers et un noyer. Si je veux les garder, il faut abattre ni l'un ni l'autre. Et c'est un des gros problèmes actuels. Vous entendez parler en ce moment de l'agriculture. C'est un des gros problèmes actuellement, c'est qu'on a fait une agriculture stérile pratiquement. On ne fait pousser qu'une seule espèce parce qu'on veut avoir un rendement maximum. Mais ça pose des problèmes parce que c'est pas robuste. Normalement, la vie ne fonctionne pas comme ça. Alors, il y a une chose que je voudrais parler juste brièvement de quelque chose aussi qui est très important dans les études qu'on a faites avec Terra-Océan, c'est que la structure des écosystèmes marins est directement dépendante de la température au degré près. Alors, une des choses qu'on a vues, c'est que si on regarde la composition des écosystèmes en fonction de la température, c'est tellement précis qu'on arrive à prédire quelle va être la composition d'une population en fonction de la température. Donc c'est extrêmement précis au degré près. Et du coup, ça nous a permis de commencer à faire des modèles, des projections, des changements de diversité qui vont se produire pour quelques organismes à la fin du siècle. Alors ce que vous voyez ici, c'est pas des organismes, c'est la diversité de certains organismes. Par exemple, la diversité de bactéries, la diversité d'endophotossymbiontes ou de protistes parasitiques ou de copépodes. Plus c'est rouge, plus la diversité va augmenter à la fin du siècle. Donc vous voyez que pour un certain nombre d'organismes, la diversité va changer beaucoup, pour d'autres beaucoup moins. Donc c'est des modèles assez complexes, hein, je ne peux pas rentrer là-dedans, mais c'est une des utilisations qu'on peut faire des résultats de cette expédition. Donc en conclusion, je voudrais dire que la vie en général et l'homme en particulier sont intimement liés à l'océan, bien sûr, hein. L'évolution est un processus de complexification. C'est pas, comme je l'ai dit, la sélection naturelle joue un rôle important, mais c'est le déplacement des organismes, leurs interactions et la dynamique des génomes qui font que la complexité de la vie qu'on a actuelle s'est faite. Et la sélection naturelle réduit localement la complexité et favorise les organismes les plus adaptés. Mais ça, il faut bien savoir aussi que c'est à un instant et dans un environnement donné. C'est-à-dire qu'au cours du temps, dans l'évolution, la sélection n'a pas agi sur les mêmes organismes, sur les mêmes écosystèmes. Tout a changé en même temps. Voilà, donc je crois que je n'ai pas le temps d'aller plus loin. Donc je voulais vous parler de la fin de ça, mais je vais sauter ça parce qu'il est trop tard. Bon, c'est dommage, mais... Donc, juste pour finir, je pense que les cellules eucaryotes ont acquis des réseaux de gènes qui permettent la morphogénèse. Donc, on a des formes assez complexes. On est fabriqué de façon... Il y a des molécules qui sont apparues au cours de l'évolution qui ont permis cette morphogénèse. Il y a des processus qu'on a d'auto-organisation, c'est-à-dire qu'il y a des réseaux de gènes qui interagissent entre eux, qui se développent et qui construisent les uns sur les autres la complexité et la morphogénèse. Et la complexification, ça vient aussi de la multiplication de les gènes et de leurs combinatoires. Et il y a une chose très importante aussi, c'est que la diversité se construit sur la diversité. C'est-à-dire que plus un système est divers, plus il peut faire de la diversité. Donc c'est un phénomène coopératif. Et on commence à comprendre tous ces mécanismes de l'évolution jusqu'à la morphogénèse dont je n'ai pas eu le temps de parler là, jusqu'à la morphogénèse des organismes. Et je pense qu'en biologie, on vit un moment assez extraordinaire parce qu'on a les outils pour vraiment comprendre tous ces processus. Donc c'est un moment assez fascinant et j'espère que certains d'entre vous s'intéresseront à ces questions-là. Voilà. Bonjour. Bonjour. Moi je suis mademoiselle Maréchal. Je viens du lycée de la Maison d'éducation de la Légion d'honneur. Et je me demandais si vous pouviez nous parler un peu de votre parcours et comment vous en êtes arrivé à faire cette mission Terra-Ocean. D'accord. Moi, j'ai commencé... en fait, j'ai commencé à faire de la biologie à l'Institut Pasteur, comme vous l'avez entendu tout à l'heure. Je travaillais sur... j'ai fait de l'immunologie, en fait. Hein. J'ai travaillé sur la division cellulaire et j'ai aussi fait beaucoup d'immunologie. J'ai travaillé 10 ans. À l'époque, les thèses duraient longtemps. En fait, moi, je ne m'intéressais pas tellement à finir ma thèse, donc j'ai travaillé pendant presque 8 ou 10 ans, je crois, avant de passer ma thèse. Et j'en ai profité. On appelait ça des thèses d'État.
Et c'était pas comme maintenant quelque chose de très rapide. Et c'était un moment, moi j'ai trouvé ça assez extraordinaire à cette époque-là parce qu'on était beaucoup plus libre, je pense, que maintenant. On passait énormément de temps dans les bistrots, en fait, autour de Pasteur, à discuter de science, de philosophie, de choses comme ça. Donc je trouve que c'est dommage. On va un peu vite maintenant, on a moins le temps de faire ça. Ensuite, je suis parti pendant 3 ans à San Francisco, à l'Université de Californie, parce que c'était un labo qui était là-bas, qui m'intéressait, qui travaillait sur la division cellulaire, justement, et la morphogénèse et le fuseau mitotique. Donc, je suis parti là-bas. Et là-bas, j'ai découvert des choses assez intéressantes sur la division cellulaire, sur la façon dont le fuseau mitotique se forme. Et on ne savait pas du tout comment le cycle cellulaire fonctionnait à l'époque. On savait qu'il y avait un cycle cellulaire et on voyait des oscillations des cellules et tout ça, mais on n'avait aucune idée de l'horloge biochimique qui permettait ce cycle de division cellulaire, qui dans un embryon, c'est assez extraordinaire. J'ai pas pu vous montrer l'image là, mais il se divise toutes les 30 minutes de façon extrêmement précise, quoi, un œuf de grenouille par exemple. Et donc j'ai commencé à travailler là-dessus, et quand je suis rentré, je suis parti au laboratoire européen de biologie moléculaire où on m'avait offert, à Heidelberg, on m'avait offert un labo avec la possibilité d'avoir des post-docs, des étudiants, et puis un technicien, et puis disons un financement assez intéressant, récurrent, donc facile pour travailler. Et là, j'ai travaillé, donc j'ai participé à la découverte du mécanisme du cycle cellulaire, comment le cycle cellulaire fonctionne. Et là, ça a été vraiment magique parce qu'en 10 ans, moi je suis arrivé au labo en 85, et en 95, 97, par là, on avait découvert comment le cycle cellulaire fonctionnait. Enfin, pas moi, c'est pas tout seul, hein. Il y a ceux qui ont le prix Nobel, il y a Timon, Paul Nurse, d'autres. Mais on était un petit groupe, une dizaine de labos dans le monde à travailler là-dessus. Et c'était magique parce qu'on est parti d'un truc, on ne comprenait pas du tout comment ça marchait. Et tout d'un coup, on a identifié, non seulement identifié les molécules, mais on a compris comment ces molécules interagissaient entre elles pour permettre la période du cycle cellulaire qui est dans les cellules. Donc c'était vraiment extraordinaire. Et en même temps, je m'intéressais à une autre chose qui était l'assemblage du fuseau mitotique. Et c'est le fuseau mitotique, si vous voulez, vous avez dû entendre parler à l'école, hein, on parle de prophase, métaphase, anaphase, tout ça, c'est ennuyeux. Mais en fait, c'est fabuleux parce que c'est fabriqué avec des microtubules, donc des tubes de 20 nanomètres de diamètre, qui attrapent les chromosomes et qui les séparent. C'est une machine. Et ce que j'ai découvert, c'est que c'est les chromosomes qui induisent l'assemblage des tubes, donc du fuseau, qui permet de ségréger les chromosomes. Moi, j'ai énormément aimé ça parce que c'est l'objet, les chromosomes, qui induisent l'auto-organisation de la machine qui les sépare. Donc c'est l'essence de la vie, c'est-à-dire que la vie fonctionne comme ça, c'est-à-dire que c'est en permanence des systèmes auto-organisés qui marchent les uns avec les autres et c'est la dynamique de la vie. Donc voilà, j'ai fait tout ça pendant 25 ans pratiquement à l'EMBL en Allemagne. Et puis je suis arrivé, donc j'avais 60 ans à peu près à la fin là, et j'en avais un peu ras-le-bol d'être dans un labo. J'avais besoin, moi j'ai toujours beaucoup navigué, hein. J'ai aussi j'aimais beaucoup la mer. Parce que vous voyez là, c'est mon bateau là, devant Tara là. Et du coup, j'avais envie de repartir un petit peu sur les traces de Darwin pour essayer d'aller plus loin. Ce que j'avais fait, si vous voulez, dans mon travail de biologie moléculaire sur le cycle cellulaire, c'était de comprendre comment les molécules qui existent actuellement interagissent entre elles pour générer des structures. Mais je me posais un petit peu la question de comment justement ce problème dont j'ai parlé à l'instant, comment cette complexité est apparue au cours du temps. Et donc c'est d'où l'idée de faire cette expédition de Tara Océan. Il y avait aussi une autre idée derrière qui était de faire de la vulgarisation scientifique, c'est-à-dire d'utiliser un voilier qui est un petit peu, qui a toujours un côté mythique et puis romantique, pour faire ce voyage et parler de la science aux enfants dans les villes. Et c'est ce qu'on a fait avec Tara. On a, dans toutes les escales, il y a beaucoup d'enfants qui sont venus à bord, à qui on racontait ce qu'on faisait et pourquoi on le faisait. Et des petits-enfants, hein, des enfants pas très âgés. Et c'est super, c'était vraiment génial. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, très rapidement, mon histoire. Bonjour. Bonjour. Alors je me présente, Béchar Kamel, je suis un élève de Germaine Chillon dans le Bourget. Alors je me demandais si vous pourriez nous expliquer
plus précisément ce que c'était que la morphogénèse, parce que j'ai pas bien compris personnellement. Ouais. Ben, ça fait partie des choses que j'ai pas eu le temps de vous montrer. Vous voyez, par exemple, alors au niveau cellulaire, par exemple, ça c'est une cellule qui se divise. Vous voyez, ce dont je vous parlais là, c'est les microtubules, ce qui est en vert, et les chromosomes sont en rouge. Donc en fait, la morphogénèse, c'est l'assemblage d'une structure en biologie qui permet d'avoir une fonction. Et là, cette structure en particulier, c'est le fuseau mitotique qui attrape les chromosomes et qui les ségrège. Donc ça, c'est un exemple de morphogénèse. Si on repart après au niveau d'un organisme, vous voyez, ça, c'est un œuf de grenouille, donc qui se divise, 4 cellules, etc. Bon, il va se diviser. Donc au début, ça reste sphérique. Il y a plein de cellules. Mais les cellules, en fait, pendant qu'elles se divisent, l'environnement de chaque cellule change. Il y a des contraintes qui apparaissent et qui finalement conduisent à ce que les cellules changent elles-mêmes et interagissent entre elles de certaines façons qui vont conduire à la formation d'organes et à la formation de l'ensemble de l'organisme. Donc la morphogénèse, c'est la génération de formes qui ont des fonctions en biologie, des activités, des fonctions particulières. Vous allez voir, bon là c'est juste pour voir, vous allez voir cette formation du tétard, quoi. Voilà, donc la neurulation. Donc il y a des mouvements des cellules entre elles qui interagissent, etc. Il y a des forces, etc. qui génèrent des formes. Donc c'est extraordinaire dans l'embryogenèse, c'est qu'on part d'une boule et on arrive à un organisme. Là c'est un autre exemple, c'est un poisson transparent. C'est la ligne, ce que vous voyez sur celui du haut, là où il n'y a pas de film, c'est ce qu'on appelle la ligne latérale. Donc en fait, c'est un certain nombre de cellules qui s'organisent en organes sensoriels qui sentent les vibrations de l'eau. Et ce que vous voyez en bas, c'est la morphogénèse de cette ligne latérale. Vous voyez, il y a des cellules qui migrent de derrière l'oreille ici. C'est les cellules que vous voyez à droite, là, qui sortent, là. Et en migrant, progressivement, elles déposent des petits tas de cellules, et ces cellules s'auto-organisent en organes sensoriels. Et à la fin, c'est ces organes sensoriels qui sentent les vibrations de l'eau, qui servent aux poissons à sentir les prédateurs et à s'orienter dans les courants, plein de choses comme ça. Donc la morphogénèse, c'est ça, c'est la génération de formes. Voilà, la différenciation de formes. Allez-y. Bonjour, je voulais vous demander, puisque vous avez parlé de l'agriculture intensive, oui. Je voulais vous demander ce qu'il y avait comme risque et impact à long terme sur la diversité génétique. Tant qu'il y a autre chose que l'agriculture, la diversité se perpétue. Mais dans les zones où on fait de l'agriculture intensive, il n'y a plus de diversification parce qu'on plante que des organismes qui ont un génome contrôlé. Donc il n'y a plus de diversification, il n'y a plus de. Donc à long terme, c'est un gros problème pour la robustesse de l'écosystème et pour la diversification, justement, pour la richesse. Les paysans savaient ça parce qu'ils avaient beaucoup de graines différentes qu'ils utilisaient en fonction du climat avant. Ils gardaient des graines et ils changeaient de graines, ils connaissaient bien leur environnement. Donc je pense que c'est un gros problème. Alors évidemment, on ne peut pas rentrer dans ce débat, mais en ce moment, c'est très compliqué parce qu'effectivement, on est 7 milliards. Et tous les problèmes qu'on a en ce moment, ça vient du fait qu'on est nombreux et qu'on veut avoir du confort. Donc il y a une espèce de contradiction entre ça et le fait de respecter l'environnement. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Bonjour monsieur, je suis élève à la maison d'éducation de la Légion d'honneur et je me demandais si vous aviez remarqué lors de vos expéditions s'il y avait peut-être un lien entre la biodiversité sous-marine et la géodynamique terrestre. Non, on n'a pas vraiment. Oui, c'est très intéressant comme question. On n'a pas vraiment regardé ça. Nous, ce qu'on a plutôt regardé, c'est les relations entre la circulation océanique et la structure des écosystèmes. Alors, ça fait un peu partie de la question que vous posez, c'est pas exactement ça, mais c'est, par exemple, on a échantillonné un de ces anneaux que je vous ai montré
au sud de l'Afrique, ce qu'on appelle les anneaux des aiguilles, les anneaux d'Agulas. Et on a vu qu'il y avait une population d'organismes très différente de ce qu'il y avait dans l'océan autour. Parce que ces anneaux ont une composition chimique en nitrate, etc., qui est différente. C'est des anneaux très, très grands, qui font environ 400 km de diamètre et qui peuvent descendre jusqu'à 2 ou 3 000 mètres de profondeur. Et donc, ils pompent du nitrate et l'environnement est différent de l'océan autour. Mais on a fait plein d'observations comme ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une corrélation précise entre l'environnement et d'ailleurs, ça nous a permis de commencer à faire des cartes de biogéographie du plancton dynamiques, c'est-à-dire beaucoup mieux que ce qui était fait avant sur des observations assez parcellaires, quoi. Maintenant, la géodynamique, plus précisément, non, ça je ne peux pas répondre vraiment plus précisément que ça à votre question, on n'a pas de données vraiment. Bonjour, je suis Jazib du lycée Germaine Chillon, et ma question se pose parce qu'à un moment vous avez dit que la cellule, la toute première cellule s'est formée en assemblage de graisse en forme de coupole. Mais ma question, c'est que comment la matière de graisse s'est trouvée dans l'océan? Est-ce que c'est par hasard, à la formation de la Terre, les pluies des météorites, des astéroïdes qui ont apporté des matériaux ou c'est, on ne sait pas très bien ça, en fait. C'est tout le problème de la chimiosynthèse originale. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces questions-là, sur les questions des structures de molécules. Mais en fait, c'est peut-être apparu après, on ne sait pas trop, hein, c'est peut-être apparu, ces lipides sont peut-être apparus après qu'un métabolisme s'est mis en place, que des molécules complexes sont apparues. Mais moi je ne sais pas bien ça, je ne connais pas bien ce truc, je ne peux pas répondre précisément à ça. Ouais. Bonjour. En fait, c'est parce que vous avez montré du coup une carte avec les courants océaniques. Et je me demandais en fait comment vous avez fait pour calculer avec une telle précision tous ces courants océaniques sur l'ensemble du coup de la Terre, et à quel point ça peut du coup nous expliquer comment marche la diversité des planctons. Alors, c'est pas nous qui avons mesuré ces courants, hein. C'est des océanographes avec des milliers de bouées qui sont réparties sur l'ensemble du globe. Et puis des observations satellitaires. Et il y a beaucoup, c'est de la physique des océans. Qui ont fait ça, et ensuite c'est modélisé, et donc c'est des modèles de circulation océanique, mais c'est des modèles prédictifs réels, quoi, hein. C'est très précis, hein, parce qu'on voit vraiment. Donc c'est pas nous qui avons fait ça, mais on a utilisé ces données pour faire les échantillonnages, c'est-à-dire que on n'a pas souvent en océanographie biologique, les bateaux font un transect, c'est-à-dire qu'ils vont d'un endroit à l'autre en ligne droite. Et ils échantillonnent à tous les 100 000, par exemple, un truc comme ça. Nous, on n'a pas fait ça. On a échantillonné justement en utilisant ces cartes de courant pour avoir des informations sur la structure des écosystèmes en fonction de l'endroit où on échantillonne dans ces courants. C'est-à-dire, par exemple, dans les tourbillons, dans les grands gyres océaniques. Il y a le gyre, comme vous avez vu, il y a le gyre de l'océan Atlantique Sud, de l'océan Atlantique Nord, du Pacifique. Donc on a utilisé les cartes de l'océanographie physique et de la circulation globale pour échantillonner aux bons endroits. Et donc ça permet de savoir, si vous voulez, comment la biodiversité se structure par rapport à l'environnement. Et c'est ce qui nous a permis de faire cette carte à la fin qui est prédictive de la diversité des organismes en fonction du climat dans 100 ans, par exemple. Donc ça permet d'avoir une idée de l'importance de l'environnement et des interactions entre les organismes sur la composition des écosystèmes et l'évolution de la structure de ces écosystèmes. Et ça, c'est bon, ça évidemment, ça fait intervenir des algorithmes assez compliqués, c'est pas simple à faire. On est encore en train de travailler beaucoup sur ces questions-là. Ouais. Bonjour à tous, je me présente, Souban Elamine de Terminal CL en classe au lycée. Ma question, c'est une question de curiosité. Je voudrais vous demander la théorie de Darwin. Je voudrais savoir si tout le corps scientifique d'Europe ont admis cette théorie-là. C'est tout. Ah oui, non, la théorie de l'évolution de Darwin à l'époque était très correcte. Il avait vraiment compris
il faut voir quand même dans quelles circonstances Darwin avait fait sa théorie. C'était quand même une époque où les idées religieuses étaient très, très dominantes, et où dire que la vie avait évolué comme ça, que ça n'avait pas été créé d'un coup, c'était compliqué. Donc ce qu'il a vraiment compris à l'époque, c'est qu'il y avait des variations, il y avait des variations au cours du temps, et que ces variations étaient sélectionnées, c'est-à-dire ceux qui étaient les plus adaptés survivaient. La théorie reste valable, c'est-à-dire que ça reste toujours comme ça. C'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué, il y a une génération de diversité au cours du temps. Les interactions entre les organismes ou la prédation, la symbiose et tout ça, ça joue un rôle très important dans la structuration de la vie. Et la sélection joue un rôle. Là où il y a un problème avec la théorie de l'évolution et le darwinisme tel qu'il a été utilisé après, surtout dans le néo-darwinisme, c'est l'importance qu'on a attribuée à la sélection naturelle et surtout ce concept de survie du plus apte. Ça, c'est pas vraiment vrai parce que, alors évidemment, si un organisme n'est pas adapté, il ne survit pas, il disparaît. Mais pour qu'un écosystème fonctionne, il faut bien qu'il y ait des prédateurs et des proies. Donc en fait, ça ne marche pas exactement comme ça, c'est beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire que c'est un équilibre dynamique, si vous voulez, entre les proies et les prédateurs. Et il y a d'autres questions qui ont à voir avec la morphogénèse, justement. C'est-à-dire qu'une des grandes questions, c'est comment on arrive à faire un œil, qui est un organe extraordinairement sophistiqué, ou le cœur, enfin tout ce qui nous compose, hein, tout ça, comment on arrive à fabriquer ça sans invoquer un créateur. Eh ben, là où justement, avec la science actuelle, on arrive à des réponses, en tout cas partielles, c'est justement avec ces concepts d'auto-organisation. C'est-à-dire qu'on commence à comprendre à partir des processus physiques comment le comportement collectif de molécules ou de cellules arrive à générer des formes qui acquièrent des fonctions. C'est-à-dire comme l'œil qui a une forme particulière, cette forme elle est liée à sa fonction qui est de voir. Donc oui, la théorie de Darwin est toujours valable, elle est scientifique. Simplement, en science, c'est comme ça, si vous voulez. Les théories se succèdent, les anciennes sont toujours valables dans leur domaine de compétences, mais elles sont remplacées par d'autres plus précises après. La gravitation de Newton est toujours valable, n'empêche que la théorie d'Einstein de la relativité générale est beaucoup plus précise et permet d'aller beaucoup plus loin que la gravitation. Donc oui, la théorie de l'évolution existe toujours. Ma question, ça aurait été, vu qu'on sait que dans l'océan, il y a encore beaucoup de parties d'inconnus et de tout le reste pour les mécanismes et tout ça, genre, il y a beaucoup d'inconnus et qu'est-ce qu'on en sait de tout le reste, des avancées on ne connaît pas tout. Heureusement. Non, il y a encore beaucoup. D'abord, on n'a pas échantillonné tout l'océan. On a échantillonné une petite partie, hein, qui était entre la surface et environ 1000 mètres. Donc il y a tout. Et puis on est passé un peu partout, mais c'est une granularité assez grande, donc on n'a pas vraiment échantillonné tout l'océan. Et puis il y a tous les grands fonds qui sont encore très peu étudiés, en particulier les sources hydrothermales. Et bien d'autres choses. Hein. Il y a encore énormément de choses à étudier. Au pôle Nord, au pôle Sud, il y a plein d'endroits qui restent encore assez peu étudiés. Il y a encore énormément de diversité à découvrir, je pense. Pas seulement dans le plancton, d'ailleurs. Il y a tous les organismes plus gros qui sont pas tous connus, je pense. Hein. Il y a encore énormément de choses à découvrir. Bonjour, moi je m'appelle Margot Araberino, je suis en première STL au lycée Uruguay et je voulais savoir, vous avez parlé du coup que vous pouviez prévoir l'évolution des écosystèmes selon les espèces avec l'évolution de la température, en sachant que les rivières, les fleuves ou ça a leur propre courant. Est-ce que ce serait possible d'aussi prévoir l'évolution des écosystèmes dans ces milieux-là ? Justement, c'est une très bonne question parce que c'est exactement le sujet de l'expédition de Tara en ce moment. Ils sont en train d'échantillonner, ils ont échantillonné les fleuves et les zones côtières
de l'Europe, hein, en partant du nord de l'Europe, et là en ce moment ils sont en Méditerranée, ils vont aller jusqu'en, je ne sais plus si c'est l'Italie ou la Grèce, je crois. Et l'idée, c'est justement d'étudier cette interface entre la Terre et l'océan, et en particulier les relations avec les populations, c'est-à-dire l'impact de la pollution humaine sur ces écosystèmes. Alors, si vous voulez, ce qu'on a fait aussi dans tout ça, c'est très important parce qu'on fait un petit peu des états zéro de la structure des écosystèmes, aussi bien au large que le long des côtes. Et ça va permettre dans le futur justement de voir comment ces systèmes changent avec la pollution dans les années à venir, quoi, hein. Alors malheureusement, on ne peut pas voir ce qui s'est passé entre maintenant et il y a 50 ans, puisqu'on n'a pas les données. Mais pour le futur, c'est important, oui. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Charline Delpy et je viens du lycée de la Maison d'éducation de la Légion d'honneur. Et du coup, je voulais vous demander, vu que les courants marins ils vont changer à cause du réchauffement climatique, est-ce que vous savez quels impacts ils auront sur les organismes marins dans le futur? Oui, bah oui, enfin, on ne sait pas. Mais c'est une très grande question parce que les courants non seulement transportent les organismes, mais impactent énormément la température de l'eau et puis beaucoup d'autres paramètres physico-chimiques. Donc c'est un des aspects, par exemple, dans les projections qu'on a faites là, il y a pas les courants marins sont pas pris en compte. Mais il y a des projections de modification du Gulf Stream, c'est encore très imprécis, donc on ne sait pas trop comment ça va bouger, mais il a commencé à bouger, par exemple, le Gulf Stream, hein. Donc oui, ça va avoir un rôle extrêmement important, très très important. Ouais. Parce qu'il y a des changements de température considérables, hein. Par exemple, nous, le film que j'ai montré, là, on a échantillonné des tourbillons d'eau chaude qui descendaient des tropiques vers les eaux froides. Et il y a un endroit où on était dans de l'eau à peu près à 10 degrés, non, 4 degrés, et on est passé dans un de ces tourbillons qui était à 12 degrés. Donc en 5 km à peu près, on a un changement de température considérable. C'est pareil quand une fois on naviguait en revenant du Groenland vers le Canada, on est passé dans le courant du Labrador et on est passé d'une eau à 12 degrés à une eau à 4 degrés en 2 km, quoi, très très rapidement. Les courants, ces veines d'eau sont extrêmement précises. Bonjour, je m'appelle Sarah, je viens du lycée Marcelin Berthelot et ma question est la suivante. Quelle est la découverte la plus surprenante que vous ayez pu observer durant votre expérience? Pour moi, la découverte la plus importante, enfin il y en a plein, hein, mais la découverte la plus importante, la plus surprenante pour moi, ça a été le nombre de gènes, cette énorme diversité génomique. Je m'attendais à ce qu'on trouve beaucoup de gènes, mais on ne s'attendait pas à ça. Et surtout, c'est assez amusant, beaucoup de biologistes pensaient qu'il y aurait beaucoup plus de gènes bactériens, et en fait, c'est les gènes eucaryotes qui sont les plus nombreux. Moi, ça ne me surprend pas par contre, parce que je pense que la dynamique des génomes eucaryotes est beaucoup plus importante que la dynamique des génomes bactériens. Il y a beaucoup plus de possibilités de diversification. Bonjour, donc, je viens de la Maison d'éducation de la Légion d'honneur, et je me demandais... vous avez découvert énormément de diversité de virus durant votre expédition. Et je me demandais du coup où en avez-vous trouvé la plus grande diversité à travers le monde? Là, on a trouvé une grande diversité à peu près partout. On était assez surpris de la diversité virale au pôle Nord, parce que normalement la diversité des organismes est moins importante au pôle Nord que dans les eaux tropicales. Par contre, là, il y a beaucoup plus de diversité virale dans les eaux nordiques, dans les eaux froides. Voilà, mais c'est là qu'on a trouvé le plus de diversité. Et comment ça s'explique? Je ne sais pas. On ne sait pas. C'est un mystère un peu parce que apparemment, il y a moins d'hôtes. Donc c'est assez bizarre. C'est assez étrange. Bonjour. Donc moi, Bonjour. j'ai une question. Vous avez expliqué avoir retrouvé de nouveaux virus et de nouvelles bactéries dans l'océan. Est-ce que ce serait possible de savoir, est-ce que vous le savez, je ne sais pas, si ces virus-là sont pathogènes ou non, et s'ils peuvent avoir un impact sur l'homme par la suite?
En général, c'est assez bizarre. En général, les organismes qu'on trouve dans l'océan sont pas pathogènes. C'est assez normal parce que c'est des écosystèmes qui ont, disons, leur propre système d'interaction. Alors, dans les virus, je crois pas qu'on ait trouvé de virus pathogènes particuliers dans les échantillons de Tara Océan. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est le choléra, je crois, qui est transmis par les copépodes. Donc il y a des pathogènes qui sont transmis par l'océan, mais il y en a relativement peu. D'ailleurs, quand on navigue au large, on tombe pas malade. En général, ça se passe bien. Donc les organismes qu'on trouve, les virus et les bactéries, sont généralement pas des pathogènes pour nous. Nous regardons comme depuis un navire, d'où vient le vent, d'où viennent les questions. Profitez-en. Vous voyez, il y a beaucoup de réponses qui génèrent de nouvelles questions et on ne sait pas tout, loin de là. Oui. Bonjour, je m'appelle Christelle, je suis élève en première STL et ma question est, pensez-vous qu'on pourrait refaire une expédition comme Tara Océan mais dans les fonds marins? Ah oui, ça c'est une des grandes... Il y a eu une expédition qui s'appelle espagnole, qui s'appelle Malaspina, qui a fait quelque chose d'un peu similaire à Tara Océan, mais pas avec la même disons, la même diversité d'échantillonnage. C'est-à-dire que c'est un peu plus focalisé sur les bactéries et les virus, un peu moins sur les organismes. Mais il y a des expéditions qui sont faites sur les grands fonds. Je ne sais pas s'il n'y en a pas qui ont lieu en ce moment, d'ailleurs en France, avec l'Ifremer, sur les fonds dans l'Atlantique. Le problème, c'est que pour échantillonner les grands fonds, il y a plusieurs problèmes. D'abord, il faut un gros bateau. On ne peut pas le faire avec un bateau comme Tara parce qu'il faut beaucoup de câbles pour descendre profond. Il faut que le bateau soit stable aussi. Il ne faut pas qu'il bouge. Tara bouge beaucoup. C'est un petit bateau. Hein. Il fait 36 mètres. C'est pas énorme pour un bateau océanographique. Donc, il faut des gros bateaux très stables. Et puis, il y a des problèmes de pression. Donc, en fait, quand on descend, qu'on récupère les organismes au fond et qu'on les remonte, souvent, il y a un problème de dégradation. Il faut réussir à trouver des méthodes pour conserver les organismes en bon état pour pouvoir les étudier correctement. Mais certainement, c'est une des choses, moi, qui m'intéresserait énormément, c'est en particulier vous savez, les fumeurs profonds. Là, il y a des volcans au fond des océans, autour de 4000 mètres. Ça grouille de vie, c'est une vie très, très particulière, et on sait encore relativement peu de choses sur tous ces organismes. Donc, ce serait intéressant de le faire à grande échelle. Oui. Je voudrais vous poser une question. Avez-vous d'autres projets Tara ou d'autres expéditions à faire? Oui, en ce moment, il y a cette expédition qui a lieu en ce moment. Il y a une autre expédition qui est prévue en 2026 pour aller étudier les coraux dans l'océan Pacifique Ouest. Alors ça va être un peu compliqué, je pense, parce qu'il y a des problèmes d'autorisation avec les Chinois et tout, mais du côté de la Malaisie, et, enfin dans ces régions très peu étudiées, ça va être pour essayer d'étudier les coraux, la diversité des récifs coralliens dans cette zone-là. Et en parallèle, la Fondation Tara a construit un nouveau navire qui est une sorte de soucoupe allongée qui va être positionné au pôle Nord et rester là-bas pendant au moins une dizaine d'années pour étudier l'évolution de l'écosystème arctique en fonction du réchauffement climatique. Parce qu'il y a, ça fond très très vite en ce moment. C'est un écosystème très particulier sous la glace. Et donc ils sont en train de construire le bateau. Je crois qu'ils doivent commencer à faire des tests en 2026 ou 2027, je crois. Donc il y aura d'autres expéditions. Après, je ne sais pas, c'est une grande question, c'est qu'est-ce qu'il va falloir faire ensuite si on refait une grande expédition autour du monde pour voir comment le plancton a changé. Maintenant, ça va bientôt faire 20 ans qu'on a fait la première. Donc ça serait intéressant peut-être de recommencer en échantillonnant peut-être encore mieux que ce qu'on a fait pour voir si les écosystèmes ont beaucoup changé avec l'augmentation de la température. Bonjour, je m'appelle Gabrielle Rouet de la première Estelle d'Arsonval
Et ma question c'était, pensez-vous qu'à cause des changements climatiques, les espèces analysées grâce à Tara Océan ont changé et évolué et sont donc devenues inconnues pour Tara Océan? Vous voulez dire s'il y a des nouvelles espèces qui sont apparues ou... Non, des changements, c'est-à-dire des évolutions dans certaines espèces, par exemple de plancton ou de bactéries. On ne sait pas factuellement ça, parce qu'on n'a pas refait, c'est ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire qu'on n'a pas refait d'expédition exactement similaire à Tara Océan depuis. Donc il faudrait refaire une expédition similaire pour voir si la distribution des organismes et leur composition a changé. On fait des modélisations, on voit que ça va changer, on pense que ça va changer, les modèles nous disent que ça va changer, mais on n'a pas vraiment refait d'expédition. Donc il faut refaire ça pour voir si effectivement ça change, si la température. Mais ça va changer, hein, parce que la température, forcément, ça a un impact énorme sur. En plus, il y a des problèmes de pollution, il y a beaucoup de choses, quoi. Bonjour monsieur, je m'appelle Éléonore et je suis élève dans le lycée de la Légion d'honneur. Et je voulais vous demander quelles ont été les différentes techniques d'échantillonnage et en quoi consistaient-elles? Donc les techniques d'échantillonnage, c'était alors, il y avait des, je suis passé assez vite là-dessus, il y a une des techniques, c'est d'utiliser une rosette, c'est-à-dire que c'est un cylindre avec des tubes qu'on peut fermer à différentes profondeurs, et ça permet de collecter des organismes, virus, bactéries, etc., entre 0 et 1000 mètres de profondeur. La deuxième technique, c'est simplement d'avoir une pompe pour prélever l'eau de surface, pour voir les organismes de surface. On pompe en surface de l'eau qu'on filtre après à travers des filtres de différentes tailles. Bon, par exemple, les bactéries, les virus, les protistes ont des tailles différentes. On a des filtres de tailles différentes, donc on peut sélectionner. Sur chaque filtre, on a des populations de tailles différentes. Et après, pour les plus gros organismes, on utilise des filets. Donc on traîne, pareil, des filets avec des mailles de tailles différentes. Et on a des organismes de 20 microns, 50 microns, 200 microns, voilà, de différentes tailles. Et ça a été très très important pour les résultats, parce que du coup on sait quelle est la taille des organismes qu'on étudie, qu'on séquence l'ADN ou la morphologie, on sait de quelle fraction de taille ils viennent. Comme il y a des symbioses, des organismes qui vivent ensemble, ça permet aussi de voir quels sont les organismes qui vivent avec quel organisme. Alors en dehors de ça, il y a des méthodes d'imagerie dans l'eau, c'est-à-dire que sur la rosette, justement, sur cet appareil où il y a des réservoirs, quoi, il y a aussi des capteurs. Donc il y a une caméra qui permet de mesurer la concentration d'organismes de zooplancton directement dans l'océan. Puis il y a aussi des capteurs physico-chimiques pour mesurer la concentration d'oxygène, l'acidité, la température, enfin tout un tas de choses comme ça. Et aussi dans le bateau, on a des choses comme ça. Pendant que le bateau se déplace, on mesure en permanence tous ces paramètres. Donc voilà comment ça marche l'échantillonnage. Et sur le bateau, le travail des marins et des scientifiques, c'est de récupérer tous ces échantillons, de faire la filtration et de les mettre dans des tubes, ensuite de les marquer avec des... de les marquer quoi, de façon sur des feuilles, c'est très organisé, hein, sur des feuilles particulières qui nous permettent, après quand on fait l'analyse à terre, de savoir exactement dans quelles conditions et où et comment l'échantillon a été prélevé. Voilà. Bonjour, je m'appelle Hamza, je viens du lycée du Bourget, Germain-Tillon. Je voudrais savoir, ça vous a coûté combien l'expédition pour faire le tour du monde? Comment? L'expédition, ça vous a coûté combien? Combien a coûté l'expédition? Ouais. Alors, l'expédition elle-même, Tara Océan, ça coûtait à peu près... Le budget de l'expédition, c'était à peu près 3 millions d'euros par an. Tout compris, hein. Mais c'est pas grand-chose, parce que, par exemple, le fonctionnement d'un labo de biologie moléculaire bien financé, c'est 5 millions par an. Donc c'est des salaires, il y a tout hein, là-dedans. Il y a le bateau, il y a les salaires, il y a tout ça. L'analyse, par contre, des échantillons, c'est beaucoup plus que ça. Hein. L'analyse, sur 5 ans, ça a dû coûter, je
je ne me rappelle plus exactement, ça a dû coûter... Enfin, c'est difficile à calculer parce qu'il y a les salaires qui ne sont pas dans le truc. Au niveau fonctionnel, ça a dû coûter à peu près 20 ou 30 millions d'euros à peu près sur 5 ans, l'analyse des données, plus les salaires. Bonjour, je m'appelle Kéliane, je suis une élève en première STL et je me posais la question, est-ce que vous pensez qu'avec le temps, la génétique peut encore évoluer chez l'être humain? Ah oui? Ça évoluera plus de la même façon parce qu'on est moins divers, mais on est encore très divers, hein, donc ça va, je pense que ça va continuer à évoluer, ça c'est sûr. Ouais. L'évolution s'est pas arrêtée, la diversification continue. Ouais. Alors la chose c'est qu'en fait, comme on contrôle beaucoup maintenant la santé, tout ça, ça va, on ne sait pas trop comment ça va évoluer, mais forcément ça va continuer à changer. Oui. Bon, alors on va prendre une dernière question là-bas. Je sais que vous venez de loin, donc je vérifie quand même que à la fois M. Carsanti et vous êtes encore d'attaque. Est-ce qu'on pourrait continuer, bien sûr, très longtemps? Ouais. Oui. Bah, moi, je m'appelle Yanis, je suis en terminale générale. Et ma question, c'était pourquoi et comment ça se fait que la régénération cellulaire chez certains êtres vivants est plus efficace que chez d'autres, comme le lézard qui peut faire repousser sa queue. Ah oui, ben ça fait partie de... Ben oui, ben, nous, on a des parties du corps qui se régénèrent bien, d'autres qui se régénèrent moins bien. Ça dépend des interactions entre les cellules et comment c'est structuré. Mais effectivement, c'est un problème c'est aussi un problème de morphogénèse. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous vous blessez, les cellules qui sont autour se rendent compte que c'est blessé et elles peuvent se régénérer. Si on coupe une main, on ne peut pas la refaire. Nous, on n'est pas capable de le refaire. Il y a certains organismes qui sont capables de se régénérer, la queue du lézard par exemple. C'est la composition génétique des organismes et la structure des organismes. Alors je ne sais pas répondre en détail à ça, hein. Mais oui, c'est ça. C'est la diversité génétique qui permet ou non de faire ça. Merci à tous, merci à M. Carsanti.